essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Bon, les pétrolières font trop d'argent selon Trump, ça a l'air. C'est un peu drôle. Bon, évidemment, toujours Trump pour nous faire sourire en coin. Là. Les pétrolières font-elles trop d'argent? En fait, c'est la question que j'avais envie de vous poser. Parce qu'effectivement, les grandes, là, que ce soit Chevron, Exxon, ConocoPhillips, ont fait plus d'argent dans les derniers mois, la dernière année, notamment en raison là, de l'augmentation du prix du brut. Par contre, c'est... Bon, je suis pas ici venu défendre les pétrolières, évidemment, mais non, c'est parce toujours... que là, je me demanderais, là, j'étais comme, t'es-tu tombé de ta trottinette? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non. Ceci dit, c'est quand même toujours drôle de voir déjà un président américain qui a été rien sauf très laxiste sur tout ce qui concerne l'exploitation pétrolière, qui a même enlevé les subventions aux véhicules électriques, qui a conquis le Venezuela pour je ne sais pas trop quelle autre raison, autre que de permettre à ces grandes entreprises d'exploiter le pétrole à peu de prix. Puis d'ailleurs, il y a un 13 milliards de dollars là, qui semble s'être évanoui dans la nature. Là, on ne sait pas trop où est l'argent du gaz vénézuélien. Et donc là, soudainement, qui se réveille un jour, puis parce que le pétrole est à 4 $ le gallon, là, qui est le prix là, qu'on surveille aux États-Unis en moyenne, et bien là, c'est parce que les pétrolières font trop d'argent. Et donc, j'ai voulu un peu décortiquer la chose, là, essentiellement. Si tu prends la valeur totale là, de toute la chaîne, il y a quelqu'un qui exploite le pétrole, il y a quelqu'un qui le transporte, il y a quelqu'un qui le distribue dans des pipelines, ça va dans des camions, puis ultimement, ça se retrouve à la pompe puis dans votre auto. Là. Sur 100 $, là, il y a à peu près 15 $ de profit, puis qui est divisé entre cette chaîne de valeur-là. Évidemment, les grands joueurs, Exxon et compagnie, sont intégrés là, quasiment de bout en bout, fait qu'ils vont capturer presque tout le 15 $. Mais t'imagines toute l'infrastructure qu'il faut que tu aies tout au long. Puis encore une fois, je suis pas venu les défendre, mais juste pour remettre en contexte, faut que tu aies des puits, puis que tu aies comme forêt, puis avant ça, faut que tu aies fait de l'exploration, puis après ça, faut que tu mettes ça sur des bateaux, puis les bateaux, ça coûte avec le détroit d'Ormuz et les tout ça. bateaux se font tirer dessus. Les bateaux se font tirer dessus. Ah oui. Et donc, à la fin, ils ont effectivement fait des profits. Et donc, je me suis intéressé à ces profits-là. Alex, dans la dernière année, ils ont fait 40 milliards de dollars de profits. C'est beaucoup d'argent, mais 40 milliards, je te dis ça, 40 millions, 40 $, 40 billions, c'est juste un chiffre. Il faut que tu mettes ça à la lumière des actifs générés, puis surtout à la lumière du volume qui est distribué. Puis il s'avère qu'aux États-Unis, on distribue 140 milliards de gallons d'essence à chaque année. Donc, si tu enlevais tout le profit que font les pétrolières, tu enlèverais à peu près 30 cents par gallon. C'est-à-dire, grosso modo, là, 7 cents du litre. Ça serait très bien, 7 cents du litre. Mais là, tu aurais des pétrolières qui feraient plus une scène. Dans l'année extraordinaire qu'ils viennent de faire, ils ne feraient plus une scène. Et donc, je veux bien, mais est-ce que les pétrolières continueraient d'opérer ou est-ce qu'ils risqueraient pas d'avoir éventuellement des pétrolières qui meurent et même des pétrolières qui se bouffent entre elles et on pourrait se ramasser avec un monopole du pétrole? Et donc, ultimement, le profit, c'est quand même garant d'une certaine concurrence. Et donc, tu sais, il faut des fois faire attention à ce qu'on souhaite. Ce que dit M. Trump, c'est qu'ils font 2 fois trop de profit. Donc, il faudrait diviser ça en 2. 15 cents du gallon, 4 cents le litre. OK, mais je pense pas qu'il y a personne qui va déchirer sa chemise ou faire la crise du bacon pour sauver, 4 cents le litre. C'est toujours bon d'aller dans la bonne direction pour les consommateurs. Mais encore une fois, c'est clairement quelque chose qui a sorti de son chapeau puis qui sonne un petit peu comme une revanche populiste là, de la part du président américain. Ben, puis d'autant plus qu'il y a plein d'autres choses aussi qui font gonfler le prix de l'essence, à commencer par une taxe sur ci, une taxe sur ça. Puis après ça, quand tu additionnes tout ça, ben, ça devient pratiquement plus gros que le pourcentage de profit des pétrolières. Aux États-Unis, la grande majorité des taxes sur le pétrole, ceci dit, sont liées aux États et non au fédéral, donc à l'État à Washington. Donc, à ce sens-là, M. Trump a malheureusement fait un peu de contrôle. Par exemple, la Californie, je pense que le gallon est à 5 et quelques du litre parce qu'il y a plus d'1 $ de taxes, effectivement, qui sont ajoutées. Puis, évidemment, là, ce que tu viens de décrire, c'est la situation canadienne qui, elle, est tout autre, là, où, effectivement, il y a une très grosse taxation. Rappelons d'ailleurs, là, on s'en approche, dans un mois, en principe, la suspension temporaire de la taxe d'accise qui avait été décrétée par M. Carney, dissous, devrait, en principe, donc, l'annulation temporaire devrait être annulée. Donc, on devrait voir une augmentation de 10 sous le litre. Ceci dit, tu as vu peut-être dans les derniers jours, là, il semble y avoir une accalmie du côté de l'Iran, du côté du Golfe. Ça s'est pas exclu que d'ici un mois, on revoit le pétrole repasser là, sous la barre des 80 $, peut-être le litre à 1,70, 1,80, mais je te dis que ça va chialer ce jour-là, Alex, si jamais M. Carney fait suivi sur ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire remet en vigueur cette taxe à la fin de l'année. Parce qu'en m'en venant ce matin, c'est ça. Ça a descendu à peu près 1,85, 1,86.
10. Mais tu sais, mentalement, ajoutons un 10 sous à ça, on serait encore pas très loin du 2 piastres. Puis on l'aurait dépassé largement là, avec notamment la pression sur le baril de pétrole. Le kilowattheure est toujours à 10 cents. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Bon, hey, Francis, toi qui as la bosse des affaires, là, j'ai un bon deal pour toi. Merci. Toi, une île, t'aimerais ça acheter ça? Une île privée. Une île privée. Elle n'est pas très grosse. 9500 pieds carrés, mais 50 000. Écoute, Guy Laliberté n'a qu'à bien se tenir. Francis Gosselin arrive en ville. Effectivement, une île à vendre. Écoute, c'est un peu ridicule, mais je vais quand même lever mon chapeau au courtier immobilier et à l'ensemble de tout ce qui s'est fait autour de ça. C'est une toute petite île à Laval là, qui a été mise en vente. Son évaluation municipale est de 400 $. L'île est à vendre à 50 000 $. Et je vais prendre un petit pari avec vous ce matin en ondes, là, puis on verra. Je pense que ça va aller en surenchère, cette affaire-là. J'en suis convaincu. Parce qu'ultimement, Alex, les gens s'achètent des Rolex à 15-20 000 $. Les gens s'achètent des Ferrari. Là, Luc Poirier, je parlais de Guy Laliberté. Les gens s'achètent des œuvres d'art à pas de prix. C'est sûr et certain qu'il y a une gang de cocos à quelque part qui vont se dire une île privée, on va mettre un drapeau, on va faire un party, on va faire quelque chose. 50 000 $. On pourrait se cotiser, la gang. Appelez-nous au 187 Cube Radio. Là, on va se pouler un peu d'argent. On va acheter une île au large de Laval. Déjà, si on embarque Mario dans le deal, on a des meilleures chances de passer à la banque, on vous dire. Mario, Richard, Benoît. On pourrait l'appeler l'île Cube, en fait. On pourrait peut-être la rebaptiser. Chose certaine, tu l'as dit, 9500 pieds carrés, là, c'est la moitié d'un terrain de hockey, là, grosso modo, pour vous donner un ordre d'une patinoire de hockey. Et donc, les gars qui vendent ça l'ont acheté pour 13 000 $ il y a 13 ans, la revente 50 000 $, mais tout ça a plus l'air d'un stunt que d'un véritable deal immobilier. Il parle de sanctuaire privé, ça n'a pas de sens. Faut dire que c'est une île, on appelle ça une île, mais c'est un tas de roches, OK? Oui. C'est au milieu de la rivière des Prairies, de mémoire. Et donc, au printemps, l'île, si on l'appelle comme ça, est inondée souvent, là, donc elle disparaît. C'est même plus une demi-patinoire de hockey, c'est juste le demi-cercle du gardien. C'est un petit bout de terre qui dépasse. On dit qu'il y a une végétation abondante. Ça a plus l'air de du gazon avec quelques fougères qui traînent par là. Et on ne peut évidemment pas construire là-dessus. Il y a très peu de chances que la ville de Laval donne son octroi là, pour un permis de construction parce qu'évidemment, comme c'est, on peut se le dire, une zone inondable, peut-être sur pilotis, mais encore, il faudrait vraiment que ça soit très, très, de la haute ingénierie. Et comme ce n'est accessible qu'en bateau, il faut vraiment avoir envie d'aller habiter là avec les embâcles au printemps, etc. Peut-être une idée pour une riche femme d'affaires, un riche homme d'affaires, se mettre un hélipad sur le dessus de la maison puis y aller en hélicoptère. Mais encore, faut-il se rendre à la place. Bref, pas nécessairement une bonne affaire, mais comme je le dis, les gens parfois achètent des montres à pas de prix. Vous pouvez avoir votre île privée puis mettre votre nom dessus. Allez-y, les amis. Je te dis, ça va finir en surenchère, cette affaire-là. Ça me fait peur. Merci, Francis. On s'écoute cet après-midi. Oui.